Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Cité TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Chose promise, chose due, aujourd'hui on est sur la vidéo où je vous recommande des decks pour démarrer, pour commencer, pour découvrir ce délicieux format qui est le Popper. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous avez vu que je fais régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement, des vidéos sur ce format délicieux où on ne peut jouer que des cartes éditées en version commune de n'importe quelle édition de Magic, et ça fait plaisir, moins une banlist bien évidemment. Si vous ne connaissez pas le format, vous pouvez regarder les autres vidéos, notamment celle-ci, regardez, oh, boum! Oh, incroyable, incroyable, et en plus j'ai fait une match rigolote, où je présente justement la Meta Popper récemment. Si vous regardez cette vidéo et que ça fait un moment que la vidéo qui est derrière moi et celle-ci sont sorties, il y a de grandes chances pour que ce que je dis dedans soit pas tout à fait exact, mais quand même très proche de la réalité du méta actuel. Pardon, parce il faut savoir que le popper bouge assez peu, ça dépend surtout des grosses extensions. C'est surtout ça qui fait bouger le popper. Aujourd'hui, du coup, 3 decklists et demi que je vais vous présenter. Pourquoi et demi? Parce qu'il y en a une, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais voilà, 3 decklists et demi pour démarrer le popper. Je vais vous faire une deck tech un peu approfondie, pas de sideboard guide dans cette vidéo parce que je ne maîtrise pas toutes les notions de sideboard, notamment des match-up. Et puis, vu que cette vidéo a tendance à être consommée peut-être plus tard dans le temps, le sideboard, c'est ça surtout qui sera moins pertinent puisque le méta évolue, le side évolue, mais le main deck de ces decks, en tout cas des decks que j'ai choisis, changera assez peu. On met le pouce bleu d'anticipation confiance, on s'abonne et on met un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de rentrer dans la ronde pour gagner potentiellement un bon d'achat de 80 € offert par labelcard.fr et valable sur le site labelcard.fr. Si vous voulez vous régaler avec de délicieux produits multi-TCG, code ValetPL sur ce même site, ValetPL 2025, ça vous donne 5% de réduction sur votre premier achat, enfin votre premier panier sur le site et ça régale. Merci beaucoup à labelcard.fr. Merci à GameGenic de nous soutenir sur l'année 2025, peut-être plus assez affinité, avec leurs délicieux produits, sleeve, deckbox, j'en passe, range collection, j'ai envie de dire. Tout ce qui est collection, tout ce qui est cartes, on peut le ranger dans leurs produits, même des jeux de société, donc ça fait plaisir. Ils ont des gammes dédiées qui sont vraiment très bien si vous jouez aux jeux de société, jetez-y un œil. Et merci à ceux qui nous soutiennent via Tipeee ou les souscriptions YouTube, vous régalez. On est parti du coup avec le premier deck, hop, si je n'affiche pas le bon, ça va pas marcher, qui est Grul Agro. Alors Grul Agro, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes versions, je vous présente et je vous recommande la version vraiment Grul Agro, pas la version casse-terrain. Il y a des versions qui jouent entre 4 et 8 sorts qui détruisent les terrains adverses. Je ne les recommanderai pas pour commencer parce que il y a des match-ups qui sont dégueulasses quand vous jouez ça. C'est vraiment très frustrant d'affronter des gens qui ont des terrains indestructibles quand vous voulez jouer casse-terrain. Donc quid de ça, ça dégage. Là je vous présente une version aggro, plus simple à jouer, il n'y a pas besoin de savoir si vous pouvez casser tel ou tel terrain suivant le match-up. Là vous avez juste besoin de jouer des pâtés, d'attaquer avec et de gagner la partie. Le but de ce deck là, on va se concentrer sur le main deck, c'est de mulligan dans des mains qui ont Arbor Elf et Utopia Sprawl ou Wine Gross, peu importe. Utopia Sprawl vous permet d'avoir le choix dans les couleurs, alors que Wine Gross ne vous donnera que du vert, mais comme vous le voyez dans ce deck là, si vous avez que du vert dans votre main de départ, vous allez grosso modo vous en sortir. Ça va rarement vous gêner. Pourquoi il faut avoir Arbor Elf et Utopia Sprawl ou Wine Gross dans notre main de départ, et des landes évidemment, des forêts, parce que si vous enchantez vos forêts avec des Utopia Sprawl ou des Wine Gross, vous pouvez d'ailleurs enchanter plusieurs fois la même forêt avec ces enchantements-là. Vous allez pouvoir dégager vos forêts avec Arbor Elf, c'est pour ça qu'on ne joue pas de la Noir Elf, etc. dans ce deck, on veut l'Arbor Elf précisément pour dégager une forêt, et du coup la forêt dégagée qui va faire plus de mana quand elle s'engage, ça vous fait une explosion de mana incroyable. Parce que je rappelle ce que font ces enchantements si vous ne connaissez pas, c'est pour un mana vert on enchante un land ou on enchante une forêt dans le cas d'Utopia Sprawl. Utopia Sprawl, vous choisissez une couleur, quand la forêt est engagée ça fait un mana de la couleur choisie, donc souvent vous allez dire rouge si vous n'avez pas de montagne dans la main. Et Wine Gross, ça fait un mana vert de plus, donc vous ne choisissez pas, mais ça peut être enchanté sur des montagnes potentiellement. Ça peut avoir un intérêt. C'est rare, mais c'est le petit plus, on va dire, ça vous évite peut-être d'être coincé dans certaines situations. Bref, ne rentrons pas trop dans les détails. Pourquoi, du coup, on veut des rampeurs comme ça avec un Arbor Elf? Parce que vous faites par exemple Arbor Elf tour 1, ensuite tour 2, vous faites Land, vous enchantez l'autre Land avec une Utopia Sprawl, engagez, faites 2 mana, engagez l'Arbor Elf, vous refaites 2 mana. Donc en fait, au tour 2, vous avez déjà 4 mana, dont alors que vous avez déjà casté un spell qui vous a coûté 1 mana pour enchanter votre forêt. Et avec 4 mana,
On peut caster des trucs comme Rising Chrysalis par exemple, ou Banner Raid Cruciok, qui peuvent être délirants, ou bien des drop 3, ou ça qui coûte X, bref. Pour le reste du deck, donc ça c'est la séquence que vous voulez faire, et après si vous avez 5 mana, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous n'avez pas nécessairement besoin de plus que ça, grosso modo. Ça peut vous permettre de faire plusieurs spells par tour, mais grosso modo 5 mana on est bon. Qu'est-ce qu'on a autour? On a les drop 3 qui sont Eldrazi, Reaper Poser 3-3 pour 3 qui fait un 0-1 quand il arrive en jeu, quand vous le castez pardon, et quand il meurt, et le 0-1 vous pouvez le sacrifier pour faire un mana, donc ça vous permet de faire tour 1 Enchantement ou Arbor Elf, tour 2 cet Eldrazi Reaper Poser, pour tour 3 caster un de nos drop 5 qui sont les Avenging Hunter. Vous avez également en drop 3 les Jewel Thief qui sont de très bons bagarreurs parce que c'est 3-3 vigilance piétinement qui fait un trésor quand il arrive en jeu, donc à peu près la même utilité que l'Eldrazi Reaper Poser, sauf que c'est plus dur à gérer un trésor. Une créature c'est quand même plus simple à tuer de la part de l'adversaire s'il en a envie. Ensuite on arrive au drop 4. Alors ça c'est un faux drop 4 parce que si vous avez besoin de curver pour mettre une bête, c'est le principal, il faut une bête le plus tôt possible pour cogner l'adversaire, sinon vous n'allez pas arriver au bout. Ce 4-4 du coup pour 4 il a piétinement donc c'est ok, mais il a deux capacités intéressantes, c'est renforce 2, vous pouvez le défausser en payant 2 pour mettre 2 marqueurs sur une bête n'importe quand, donc en éphémère, comme un Trix de combat, ou bien vous pouvez payer 7 et l'exiler de votre cimetière pour mettre autant de marqueurs +1/+1 que la force de ce Banner Cruciok, donc 4 marqueurs. Pour 7 du cimetière, ça vous permet, parce que vous allez le voir quand vous jouez ça, d'utiliser vos manas plus tard dans la partie, la notion de scavenge, et ce qui est cool c'est que vous pouvez renforcer donc pour 2 mettre 2 marqueurs, puis scavenge puisque vous l'avez mis au cimetière de cette manière. Donc ça vous permet d'utiliser votre mana d'une manière un peu plus efficace. Ne gardez pas cette carte en main en disant non c'est une bête, faut que je la joue d'abord, puis ensuite elle meurt, je fais les marqueurs. C'est souvent mieux d'utiliser la capacité renforcement. Ça dépend du match-up évidemment. Là je vous donne des pistes de comment utiliser le deck au global. Vous allez voir dans vos parties, il y aura plein de cas particuliers où vous aurez envie de faire l'un ou l'autre. En tour 4, une carte extraordinaire et très présente dans le popper, la Rising Chrysalis, qui est une 3-3 pour 5, 3-3 pour 4, pardon, qui quand elle est castée, donc même si elle est contrée ou tuée ou peu importe, elle fait son effet. Quand elle est castée, elle fait 2 Eldrazi 0-1 qui se sacrifient pour faire un mana, donc un peu comme l'Eldrazi Reaper Poser. Et quand on sacrifie des Eldrazi, on met un marqueur sur lui. Donc c'est virtuellement une 4-5 portée qui vous a fait 2 mana. La plupart du temps, vous n'allez pas sacrifier dans le tour, vous allez attendre un tour pour caster un Avenging Hunter ou un Olifant par exemple le tour suivant, mais si besoin, pour la protéger, pour ne pas qu'elle meure, sacrifiez vos tokens pour garder votre 4-5 portée et qu'elle ne meure pas sur une foudre par exemple. Vous pouvez aussi en sacrifier qu'un d'ailleurs des tokens et pas forcément les deux, ce qui permet de garder quand même un petit mana tour d'après et de le sauver d'un dégât éventuel. Attention, pas oublier que c'est une carte Devoid, donc elle n'a pas de couleur, donc elle ne subit pas de haine ciblé qui détruit un permanent rouge ou autre, ou qui contre un permanent rouge. C'est un spell incolore qui devient permanent qui n'a pas de couleur. Je précise parce que ça peut avoir une importance en popper. La star du deck, alors avant on allait chercher des trucs un peu plus gros, maintenant on s'est contenté au drop 5 dans ce deck là. Avenging Hunter, c'est une 5-4 piétinement qui vous donne l'initiative, donc c'est le donjon où tous les tours vous allez avancer d'une case, et les effets ça va être d'aller chercher un land de base, que vous mettez dans votre main, puis de mettre 2 marqueurs, puis de faire perdre 5 points de vie, puis de piocher une carte, puis de mettre une grosse bête en jeu parmi les 10 cartes du dessus de vos decks. Donc ça fait plaisir. Le but de Avenging Hunter, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mécanique initiative, notamment si vous n'avez pas joué avec en multi ou en duel commander, c'est une mécanique qui est moins présente qu'avant, mais quand même assez présente en popper, suivant les decks. Il y a beaucoup de decks qui en jouent aucun, mais si votre adversaire en joue, ça fait que dans votre partie elle y est, donc c'est important de la connaître. Ce qui est fort avec l'initiative, ce ne sont pas en soi les effets, c'est de faire les effets avant votre adversaire. Si vous prenez l'initiative avec cet Avenging Hunter et que votre adversaire va vous le reprendre en tapant avec une 1-1 fly par exemple, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous puissiez reprendre l'initiative tous les tours. Puisque vous allez chercher le terrain, il vous prend l'initiative, il va chercher son terrain. Vous le tapez, vous mettez 2 marqueurs. Il vous tape, il met 2 marqueurs. Mais ça veut dire que quand vous allez attaquer, vous profiterez des 2 marqueurs avant lui. Puisque vous les avez déjà mis. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si lui il met ses marqueurs sur une bête en bloc, c'est pas grave. Vous allez vous servir des marqueurs pour attaquer. Donc c'est dans votre plan de jeu. Ensuite, pareil, troisième effet, faire perdre 5 points de vie. Effectivement, si vous faites que vous le rendre la balle, il va vous faire perdre 5 points de vie l'adversaire, sauf que vous lui avez fait perdre 5 points de vie avant. Donc c'est le plus important. Désolé, je bafouille beaucoup, je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Enfin, ce soir quand vous regardez cette vidéo peut-être, mais ce matin pour moi. Donc voilà, l'initiative c'est comme ça que ça marche. Vous la prenez d'abord.
et il faut faire les effets avant votre adversaire. C'est le plus important. Et comme il a piétinement, celui-ci, et pas mal d'autres créatures ont le piétinement dans ce deck-là, à peu près toutes d'ailleurs, c'est assez facile de reprendre l'initiative. Même s'il bloque et tout, qui tue votre bête, mais que vous avez juste mis un point pour reprendre, c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel c'est de reprendre tous les tours, voire de le garder. Attention, c'est pas si vous l'avez et que l'adversaire ne peut pas le reprendre, juste rester en disant à toi en bloc, ça vous fait gagner la partie, parce que l'initiative va vous faire de la value presque exponentielle, surtout avec le dernier effet, et quand vous avez fait tous les effets de l'initiative, vous redémarrez au début, vous les refaites, donc il n'est pas libéré l'adversaire, ça continue, le cauchemar est sans fin. Un petit olifant qui est là pour le plaisir, ça va souvent être une carte qui vous permet de garder des mains avec peu de landes. Vous voyez, on n'a que 16 landes dans le deck, donc c'est assez peu. Ça vous permet de jeter cet olifant pour aller chercher une montagne qui peut être importante, hein, notamment pour caster ces spells-là ou des cartes du side. Et sinon, si on n'a pas besoin, on va juste mettre une énorme bête qui donne +2/+0 piétinement quand elle attaque à une créature qu'on contrôle, à une autre. Mais elle est 6/4 piétinement, donc vraiment c'est un gros bazouzou. Des petites interactions, j'aime beaucoup parce qu'avant les decklists en jouaient peu, voire pas. Donc on a 3 dans cette version Ram Through, les decklists en description bien évidemment, mais regardez quand vous cliquez sur ces decklists, si vous regardez cette vidéo dans longtemps, donc pas autour du 12 mai 2025 quand je tourne cette vidéo, cliquez sur ici, sur MTG Top 8, Gruul Agro Deck, et ça va vous ouvrir la page de tous les decks Gruul Agro qui ont perfait récemment. Et du coup, vous cliquez sur les récents, vous voyez la tête qu'a la decklist aujourd'hui. Round Through, du coup, en instant, une créature ciblée que vous contrôlez inflige des blessures égale à sa force à une créature que vous ne contrôlez pas. Si cette créature avait piétinement, l'excédent de damage est infligé au contrôleur. Donc, ça veut dire qu'avec votre 5-4, là, si vous ciblez une 3-3 en face, vous tuez la 3-3 et vous mettez 2 à l'adversaire. Ce qui est quand même pas mal du tout, puisque ça fait un peu des dégâts supplémentaires en plus de tuer une bête. Malévolent Rumble, carte star du deck, pour 2. On va révéler les 4 cartes du dessus de notre deck, prendre un permanent et le mettre dans notre main. Donc si vous regardez bien, à part Ram Through et Malévolent Rumble, tout est un permanent. Donc franchement, les cas où vous meulez 4 et vous n'avez pas de permanent, c'est très très rare. Après side, ça arrive un peu plus, enfin ça peut plus arriver, mais vraiment c'est très rare. Et vous créez, vous mettez la race au cimetière, mais ça on s'en fout. Vous créez ensuite une 0-1 qui se sacrifie. Donc en fait pour 2, vous allez ramper de 1 en faisant un petit mana et piocher un permanent qui la plupart du temps va être un de ces gros bazouzous que vous voyez ici. Vous avez le cœur du deck. Il reste la petite cerise sur le gâteau, la Nyxborn Hydra. Pour 1 mana vert et X, on a une 0-1 qui arrive avec X marqueur +1/+1 dessus, qui a piétinement et portée. Très intéressant la portée, puisque ça et ça a la portée, ce qui permet de garder potentiellement l'initiative. Ça aussi le Bisto. Donc Bisto, qu'est-ce que c'est? La grâce en français pour 2 mana vert et X. C'est exactement le même effet, sauf que vous l'attachez à une créature en tant qu'aura. Vous n'avez pas la Nyxborn Hydra comme créature, vous buffez une créature avec une aura qui va donner +X, du coup X étant le nombre de marqueurs, ainsi que portée et piétinement. C'est très intéressant cette capacité parce que si vous... C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'utilise quasiment tout le temps. Si vous l'utilisez par exemple sur... je vais prendre lui, allez. Et l'adversaire le tue en réponse. Eh bien vous ne perdez pas votre sort, il arrive en jeu. Ce qui est un peu déconné, un peu cheaté, mais c'est comme ça que les règles de Magic fonctionnent, contrairement à une aura classique, parce que là c'est une aura créature. Si vous l'enchantez avec succès, du coup vous en faites une 10-10, l'adversaire vous la tue sur la phase d'attaque, pareil, ça arrive en tant que créature. Et en tant que créature dégagée en plus. Donc c'est vraiment une carte très puissante qui va faire chier votre adversaire, je vais le dire comme je le pense, et qui peut aussi trouver des létales parce que ça booste une créature qui a le piétinement, enfin qui lui donne le piétinement si elle ne l'avait pas déjà. Donc c'est vraiment une carte excellente dans le deck, mais ça coûte un peu cher. Donc là où je vous disais qu'avec 5 mana, vous jouez votre game assez facilement, la Nyxborn Hydra, si vous n'avez que 5 mana, elle est un peu faiblarde. Ça va mettre que 3 marqueurs entre guillemets. C'est pas mal déjà, hein, les créatures en pauper sont faibles, mais ça peut être un petit peu juste. Pour le sideboard, grosso modo, même si ça bouge un peu, on a toujours des petites cartes de hate de cimetière pour pas se faire complètement éclater par les stratégies réanimateurs et autres, ou simplement qui utilisent le cimetière. De la hate d'artefacts ou d'enchantements comme ça, qui hate les artefacts, ça qui permet de détruire, enfin de mélanger les artefacts et enchantements au deck adverse. Ça qui va protéger nos bêtes des anti-bêtes, en plus de mettre +4/+4 si on le kick. Ça qui peut brasser les petites créatures, et nous on n'a aucune petite créature, à part nos arborelfes qui, au moment où on caste ça, ont déjà fait leur taf. Des effets de gain de points de vie aussi, il y en a beaucoup en side. Là,
Non, là, il n'y en a pas dans ce side là. Si, il y en a avec le disciple de Nilea. En gros, c'est un peu ce genre de side. Je m'attarde pas trop parce qu'il y a de grandes chances que le side ait pas mal changé si vous regardez cette vidéo dans un moment. Voilà pour le premier deck que je recommanderais. C'est pas un deck qui est extrêmement puissant, mais c'est un deck qui est assez simple à jouer, puisqu'une fois que vous avez fait 2-3 games pour comprendre un peu vos mulligans, faut pas avoir peur de mulligan d'ailleurs en popper, hein, c'est important de trouver une main fonctionnelle. Si vous gardez juste 3 terrains et des drops 3, 4 et 5, il va rien se passer en fait. D'ici à ce que vous sortiez vraiment vos créatures et qu'il fasse quelque chose, qu'il se passe quelque chose, votre adversaire vous aura rossé menu, donc oubliez. Ce deck là, ouais, je le recommande. Pourquoi? Parce qu'il est assez simple à prendre en main. Avec mes petites explications, vous savez déjà jouer le deck. Il y a des petits tricks que vous allez peut-être découvrir par-ci par-là, mais en vrai c'est plutôt des situations de board. Si vous êtes familier notamment avec le limité, que vous avez fait pas mal de limité de Magic, ça c'est un deck où vous vous sentirez relativement à l'aise, puisque ça push des grosses créatures, des grosses stats dans la tête de votre adversaire. Vous savez quand vous pouvez pas attaquer en fonction du board, et ça vous demande pas de connaître beaucoup la méta popper, puisqu'en fait vous allez toujours chercher à faire la même chose. Ça vous demande juste de connaître la méta popper pour votre side. Mais à la game 1, si vous ne savez pas du tout ce que fait votre adversaire, il y a de grandes chances que vous alliez jouer exactement de la même façon, juste mettre des pâtés bourrés. Donc il n'y a pas de galère. A noter aussi, je ne l'ai pas précisé, que quand vous jouez ça, si l'adversaire a repris l'initiative en vous tapant, et quand vous en rejouez une, vous reprenez l'initiative. Donc ça peut être intéressant de le faire d'en caster une pour reprendre si vous ne pouvez pas attaquer. Sinon, toujours attaquer pour reprendre l'initiative, puis en rejouer un, parce que ça vous fait 2 effets d'initiative dans le tour, ce qui est quand même très puissant. Voilà pour ce petit Gruul aggro. Je sais que beaucoup de gens se mettent au jeu, notamment avec sur la stratégie. Moi, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, honnêtement, ce genre de strat, mais c'est vrai que c'est plaisant à jouer. Je l'ai déjà joué quelques games. C'est cool, vous mettez des pâtés, vous attaquez. C'est assez feel good, juste il n'y a pas trop de pioches, et si on pioche pas nos Avenging Hunter, c'est pas les mêmes games. Mais on peut très bien gagner sans, hein. C'est juste que ça fait tellement de value, c'est tellement fort, ça qu'on a envie d'aller chercher. Autre deck que je recommanderais ici, plus compliqué à jouer, mais très puissant, c'est Rakdos Madness. Je ne recommanderais pas d'ailleurs dans cette vidéo de mono rouge, parce que je trouve que c'est un deck qui est relativement dur à jouer. Comme beaucoup de decks mono rouge. Là les gens vont dire mais quoi, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est des decks de débiles les mono rouges. Pas du tout, ce sont des decks de masse critique qui requièrent d'avoir une assez grosse maîtrise du pack pour vraiment briller avec. Donc c'est pour ça que je ne les recommande pas pour démarrer. Rakdos Madness, en plus que les decks d'ailleurs, je ne voulais pas préciser que je vous recommande là, contiennent vraiment aucune carte qui vaut dessous. Par exemple, là, on a Relique qui vaut quelques sous, mais qui se joue dans beaucoup de decks, donc c'est un bon investissement. Et encore, je dis des sous, ça doit être 5 €. Hein. Et dans le dernier deck que je vais vous proposer, il y a une carte de side qui vaut entre 7 et 10 € pièce, mais pareil, c'est un truc c'est un staple que vous réutiliserez beaucoup dans ces couleurs-là. Donc le reste du deck, sinon, c'est vraiment très très budget. Comme tous les decks popper, mais il y a des decks qui quand même pack quelques cartes qui valent un petit peu plus cher. Donc j'ai pas pris en compte l'aspect financier, mais il se trouve que les decks que j'ai choisis ont un budget vraiment très ok. Bref, Rakdos Madness, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo que je vous citais tout à l'heure. Je vous le représente un peu plus en détail. Le but, c'est de se défausser de nos propres cartes pour faire des effets en fonction de ce qu'on a défaussé. Notamment, et ça s'appelle Madness parce qu'il y a une capacité sur cette créature-là, ainsi que sur ce spell-là, qui est la folie, la Madness, qui permet en fait de jouer la carte au moment où elle est défaussée en payant son coût de folie, donc son coût de Madness. Comment on va défausser des cartes avec ce deck Rakdos? Avec les jetons sang qu'on crée avec le Voldaren épicurien. Donc lui, il est là pour faire un jeton sang et mettre un petit dégât. Le jeton sang, c'est un artefact qui, pour 1 mana, on défausse une carte, on pioche une carte. On va défausser également avec, il est où? Faceless Looting. Pour 1 mana rouge, on pioche 2, on défausse 2, et ça le flashback. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le rejouer du cimetière. Quand vous le rejouez du cimetière, c'est que la game, elle est quand même assez avancée, parce que ça coûte cher, mais ça arrive. C'est un effet en tout cas assez cool de la carte. On va défausser des cartes avec Grab the Prize en coût additionnel. Donc pour caster le spell, on doit défausser une carte. Highway Robbery, qui nous permet potentiellement de défausser une carte ou de sacrifier un land. Honnêtement, cette carte-là, il y a des fois où vous sacrifiez un land parce que vous voulez garder justement toutes vos cartes en main si vous n'avez pas la Madness. Quand même, au début de partie, on cherche plutôt à défausser une carte pour utiliser les capacités Madness. Cette carte-là, vous créez également des jetons sang, tout comme le Voldaren épicurien. Et j'ai fait le tour, il me semble, de toutes les mécaniques du discard. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut défausser maintenant? Parce que là, je vous ai dit avec quoi on défausse. Qu'est-ce qu'on veut défausser? En priorité, des sneaky snackers.
puisque ce sont des cartes que vous ne pouvez pas jouer à la main. Vous n'avez pas de mana bleu dans ce deck, aucune façon de caster ces 2 invol pour 2. Elle se réanime toute seule quand vous piochez votre 3e carte dans un tour. Attention, la carte du début de tour compte. Donc dès que vous faites un Faceless Looting, c'est bon, ça marche. Pour le ruling, attention, je ne suis pas sûr de moi, mais si vous défaussez 2 Sneaky Snacker sur un Faceless Looting, vu que vous avez d'abord pioché puis défaussé, les Sneaky Snackers n'ont pas vu votre 3e carte piochée, donc vous ne les réanimez pas. Vous ne pouvez pas faire tour 1 de Sneaky Snacker. Vous me corrigerez peut-être dans les commentaires, allez voir si je dis des bêtises, mais normalement, il faut qu'elle soit déjà au cimetière au moment où vous piochez votre 3e carte. Je le dis au cas où vous vous dites, oh c'est trop bien, je vais défausser tour 1, je vais les réanimer. Bah, vous les défaussez tour 1, mais vous les réanimerez avec un autre sort. Comme tous nos sorts de pioche nous font piocher 2, dès que vous en castez un pendant votre tour, c'est-à-dire forcément pendant votre tour vu que c'est des rituels, vous allez les réanimer, ne vous inquiétez pas. Sacrifier 2 jetons sang fonctionne aussi pour réanimer les Sneaky Snackers, même si c'est rare. Ça peut, hein, ça peut, mais c'est rare. Donc ça c'est la priorité à défausser comme je disais, parce qu'on ne peut pas les caster. Donc plutôt que ça reste dans votre main, au mieux que ça dégage chez une carte morte jusqu'à ce qu'elle soit réanimée. Autre priorité, enfin deuxième priorité à défausser, le Kitchen Imp, qui est une 2-2 vol célérité pour 4. Ça, vous pouvez la caster à la main pour mettre 2 dégâts en fly. C'est très mauvais, mais ça arrive dans certaines games qui se passent très mal. Sinon vous la défaussez et ça devient une 2-2 vol célérité pour 1. Et ça c'est très fort. C'est très très fort pour 1. Le but c'est d'essayer de mettre au moins 2 coups avec, comme ça pour 1 vous avez mis 4, ce qui sont des stats vraiment très très bonnes. Mais il faut prendre en compte que quand vous jouez une carte avec la folie que vous avez défaussée, c'est comme si vous n'aviez pas défaussé. Puisque normalement, vous piochez 2, vous défaussez 1, donc vous avez fait que plus 1. Là en fait, celle que vous avez défaussée, vous la jouez, donc vous avez réellement fait plus 2. C'est la value en fait, c'est la puissance de ce deck là. Fiery Temper, c'est simplement pour 3 dégâts, pour 3 mana on met 3 n'importe où. Si vous la jouez en Madness, ça devient une foudre. Donc ça devient pour 1 mana, vous mettez 3 n'importe où. Ça vraiment, c'est pas du tout une prio à défausser. C'est juste si vous l'avez, tant qu'à faire, faites la value. Mais peu importe quand vous la jouez, elle mettra 3. Donc si jamais c'est en late game que vous n'avez pas besoin d'aller spécialement vite dans le match-up, c'est pas grave de pas défausser un Fiery Temper. Alors des fois, il vaut mieux défausser un land et garder votre Fiery Temper pour justement la caster plus tard. Ça dépend des cas. Ça, je disais, c'est un deck qui est un peu plus complexe parce que ça va vous demander un petit peu des maths, de calculer, de savoir quand est-ce qu'il faut tuer une créature adverse avec vos Lightning Bolt, vos Fiery Temper ou vos Chain Lightning, justement pour pas mourir trop tôt. Notamment quand vous affrontez le deck que je vous ai présenté avant. Vous voyez un Arbor Elf au tour 1, voire au tour 2, vous le tuez. Vous réfléchissez même pas, vous le tuez. Par contre, passé le tour 1 et 2, vous dites, bon bah là, est-ce que je tue ces Arbor Elf? Est-ce que je vais tuer une Vrezing Chrysalis en réponse? Essayer de faire des trucs. Ça vous pose des fois des cas avec ces cartes-là de est-ce que je dois tuer la bête ou pas, ou est-ce que je garde pour tout mettre dans la gueule. Ça, c'est avec la pratique, vous allez voir, j'ai pas vraiment d'heuristique à vous donner, à part pour l'Arbor Elf. C'est vraiment à la pratique, c'est pour ça que je dis que le deck est un peu plus compliqué, parce que la base, c'est piocher, défausser, enfin défausser, piocher et mettre tout dans la gueule. Mais il y a des fois où une ou deux cartes, pas les mettre dans la gueule, ça vous permet de gagner la partie. Quand bien même vous avez mis moins de dégâts face, ça vous permet de vous prendre moins de dégâts, donc de voir plus de cartes, de piocher plus de cartes en jouant plus de tours, et du coup de trouver l'étal. Il faut aussi prendre en compte les dégâts potentiels que vous pouvez piocher pour mettre les dégâts du coup dans la tête de l'adversaire ou pas, et savoir quand vous pouvez partir en mode allez là j'ignore son board, je mets tout dans la tête. J'essaye pas de réanimer, enfin de jouer des Kitchen Imp pour Madness, je le défausse et je ne paye pas le Madness parce que justement je veux garder du mana, parce que 1 mana pour Kitchen Imp c'est 2 dégâts, mais si je garde mon mana pour par exemple une foot c'est 3 dégâts. Et peut-être que suivant les maths vous allez chercher un certain nombre de dégâts. Donc c'est beaucoup de calculs et de maths, mais c'est un deck très plaisant à jouer, très satisfaisant. Si vous aimez cette mécanique-là, hein, moi j'aime beaucoup. C'est un deck qui va revenir du Diablo Vauvert, des fois vous êtes vraiment très mal engagé, mais en fait vous allez mettre 12-15 dégâts en 2 tours, juste parce que tout s'aligne, vous piochez les spells qui mettent tout dans la tête, etc. L'adversaire était un petit peu réticent sur une phase d'attaque parce qu'il n'a pas envie de se faire trade avec par exemple un drop 1 plus une foudre, son drop 4, vous voyez ce genre de truc, donc ça peut pousser aussi votre adversaire à la faute si vous représentez du mana d'étape. Donc c'est très très cool, plus vous le jouez, plus vous allez être bon avec le deck, plus ça va être satisfaisant. Et par contre, il y a des fois où juste vous piochez un peu trop de terrain, donc pas de dégâts, et tant que l'adversaire n'est pas à 0 point de vie, tous les dégâts que vous mettez face ne servent à rien. Il n'y a rien qui nécessite d'avoir un adversaire à X points de vie ou moins, sauf vos landes. Donc franchement,
il y a un peu cette sensation des fois de « Ah mince, j'ai tout mis, et puis voilà, il a 2, et puis j'ai plus rien, je piochais 2 montagnes d'affilée, j'ai perdu. » Je vous mets quand même en garde là-dessus, ça peut arriver, la mana base est un peu taquine en plus, mais quand ça ne se passe pas comme ça, quand ça se passe comme une game normale, quel plaisir. Je vous disais juste avant, il ne faut pas hésiter à mulligan en popper. Ce deck-là, c'est un peu l'exception. Vous avez besoin d'une masse critique. Alors si la main est dégueulasse, vous la mulliganez évidemment. Mais là, c'est un deck de masse critique qui a besoin d'un certain nombre de cartes pour tuer votre adversaire. Comme vous avez très peu de créatures, les créatures multiplient les dégâts. Donc une 2-2 va mettre 2, 4, 6, 8 si elle reste sur champ de bataille. Foudre, ça met 3, fin. Ça met jamais plus que 3. Donc, comme vous avez très peu de créatures, en plus que ça, vous pouvez pas les caster. Typiquement, des fois, vous piochez ça, vous êtes dégâts en fin de partie. Si vous n'avez pas assez de cartes dans votre main, ou assez de fuel pour aller chercher de nouvelles cartes, vous n'allez pas pouvoir mettre assez de dégâts à votre adversaire, ça va être long. Et dès que vous allez enchaîner une ou deux draws un peu mortes de land ou de sneaky snacker, là, vous êtes en mode, ah ouais, du coup, vraiment, là, je ne fais rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut mulligan pour avoir des mains actives. Mais quand vous êtes déjà en mulligan 5, c'est très difficile d'aller au bout avec votre deck. C'est possible, attention, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. J'en étais où dans la deck tech? Je crois que je vous ai un peu tout dit en vrai, hein, pour le coup. Des petits tricks peut-être. Ah oui, ça aussi, défausser, c'est excellent. Comme Fairy Temper, vous n'êtes pas obligé de le faire en priorité. C'est toujours Kitchen Imp et Sneaky Snacker. Mais ça devient un drain de vie 3 qui peut être hyper important quand vous jouez contre aggro. Donc ça peut devenir la priorité à défausser. Typiquement même devant des sneaky snackers si vous jouez contre un deck agressif type mono rouge qui fait un peu comme vous, sauf que lui il a un peu plus de créatures. Donc si vous voulez pas vous faire prendre au piège par les dégâts adverses, jouez le plus vite possible vos Arms of the Vein, ça peut être très intéressant. Quoi d'autre avec ces petits spells? Je crois que je vous ai un peu tout dit. Les priorités de défausse, après vous allez voir en jouant le deck ce qui se passe globalement. Avantage de ce deck là, c'est un deck qui ne bouge pas. À part la mana base où les gens sont jamais d'accord, le cœur du deck, jusqu'à ce qu'ils impriment un nouvel effet, par exemple des fausses de cartes qui serait puissant, le cœur du deck bouge jamais parce que ça c'est trop bien, 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 ça c'est vraiment trop bien. Ça c'est la petite carte qui pourrait changer, éventuellement, pour un effet qui serait très similaire. Donc c'est l'avantage de ce deck là. L'avantage c'est que là vous le prenez, je pense que dans 2 ans, à moins que vraiment il marche plus du tout dans le méta, hein, que tout le monde gagne 30 points de vie par game, dans 2 ans, je pense que le deck est toujours le même, quasi, et toujours aussi bien. Là, il est actuellement tier 1 du format, tier 1, tier 1.5, ça dépend. Il sera peut-être plus tard, mais il sera toujours viable, et mettre des dégâts dans la tête en gagnant des points de vie, ça marche globalement toujours dans Magic, donc plus ou moins. Le side, on est Rakdos, donc on a accès à des trucs très cool. Là, par exemple, on a de la discard, de l'aide de cimetière, de la hate de spell ou de permanent bleu, et de la hate d'artefact ou de petites créatures. Seulement 4 cartes, très versatile comme side, avec seulement 4 cartes, puisqu'on va attaquer des points précis chez notre adversaire. Votre bête noire, c'est les decks qui gagnent des points de vie, bien évidemment, notamment les decks qui jouent le spell qui gagne 3 points de vie et qui a Storm, vu que vous castez facilement 3 spells par tour. Lui il gagne 12 points de vie, donc c'est pour ça que les durées sont très importantes pour aller discard ce spell là. Et votre autre ennemi, c'est les decks qui jouent Gnaw to the Bones, qui gagnent 2 points de vie pour chaque créature dans le cimetière. Donc ça, faut exiler son cimetière pour ne pas qu'il puisse gagner des points de vie. En gros, voilà, c'est vos bêtes noires, le reste, ça joue. Ça joue, il y a match, vous faites la course contre des decks comme ça, par exemple, assez facilement, vous gagnez un peu de points de vie, vous l'embêtez juste sur sa sortie en tuant Arbor Elf, ça se passe, quoi. Dernier deck, et non des moindres, que je vais vous présenter, enfin, presque dernier deck, Winnie White. Winnie White, mais quelle grâce, ce Winnie White, c'est extraordinaire. Je suis absolument fan de ce deck. Achetez Winnie White, jouez Winnie White, rebaptisez-vous Winnie White, faites-vous appeler Winnie White par vos potes, c'est extraordinaire comme deck. C'est pas tier 1 du tout, c'est un bon tier 2, mais c'est un tier 2 très stable. Pareil, le main deck bouge très peu, des fois on teste 1 ou 2 cartes par-ci par-là, mais globalement c'est un deck qui bouge très peu. C'est la vague blanche pour ceux qui ont joué à l'époque, ça vous rappellera de très bons souvenirs, et c'est un deck qui peut tout faire. Et oui, c'est mono blanc et ça peut tout faire, ça répond à tout. Alors ça ne combo pas évidemment, mais ça peut un peu tout répondre, notamment grâce à une addition de Modern Horizon 3 qui est le charme de Traben, je vous en parle juste après. Qu'est-ce que c'est que ce deck? On va jouer des petites créatures qui vont faire des petits effets de value et on va
submerger l'adversaire, parce qu'il y a très peu de Vras dans le format. On va submerger l'adversaire pour le tuer avec un Guardian's Pledge qui donne +2/+2 aux créatures blanches que l'on contrôle jusqu'à la fin du tour en éphémère. On essaie de le one-shot, mais des fois, juste on push un peu de dégâts à droite à gauche, puis on fait ça pour terminer. Donc je vous le disais, plein de petites créatures. On a 12 tours 1 avec les Lunark Vétérans, les Novice Inspector, Traben Inspector. Ces deux derniers sont des 1-2 qui font un indice, donc qui permet de piocher une carte en payant 2 plus tard dans la partie. Ce Lunark Vétéran, lui, c'est une 1-1 pour 1 qui fait gagner un point de vie quand une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et vous pouvez également le jouer en Disturb pour 2, ça devient une 1-1 fly, qui dit que quand une créature que l'on contrôle quitte le champ de bataille, on gagne un point de vie. C'est intéressant qu'il revienne en 1-1 fly, parce qu'il y a notamment des match-up où vous avez besoin de petits bloqueurs fly pour justement éviter des effets comme Mono Bleu Ferry, typiquement. Vous avez d'autres moyens d'avoir des flyers, mais ça c'est intéressant, c'est pas anecdotique. En tour 2, on a 2 créatures. La meilleure, je pense, du deck est ça, la 2-3 vol pour 2, qui, quand elle arrive en jeu, demande de renvoyer un permanent qu'on contrôle dans notre main. Attention, si vous n'avez qu'elle en jeu quand vous la jouez, vous allez devoir envoyer elle ou un terrain. Donc, on évite de casser ça au tour 2 si on n'a rien sur le board. Bon, s'il y a besoin, parce que vous devez absolument jouer une 2-2, une 2-3 vol au tour 2, vous pouvez, mais on évite. Voilà, c'est pas le but du deck. Le but, c'est de renvoyer un autre permanent comme nos tours 1. Nos Novice Inspector par exemple, pour refaire un indice en le rejoignant, ou bien un Militia Burglar ou une Raffine Informante. Raffine Informante, justement, notre autre drop 2, c'est une 2-1 pour 2 qui conniffe quand elle arrive en jeu, donc on pioche une carte, on défausse une carte et on met un marqueur sur la bête si ce n'est pas une carte de terrain. Et le Militia Burglar qui est aussi une carte excellente du deck. Pour 3, on a une 2-3 vigilance. Quand elle arrive en jeu, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck, on peut révéler une créature qui a 2 de puissance ou moins et la mettre dans notre main et on met le reste en dessous. À part le Eagle of the North, on a toutes les créatures qui rentrent dans les clous pour ce Militia Burglar, donc c'est excellent. On pioche n'importe quelle créature, et vous voyez, on en a beaucoup. On en a 24, puisqu'on peut piocher des Militia Burglar avec lui-même. On en a 24, donc on a de grandes chances de piocher une petite carte sur ce Militia Burglar. Un Eagle of the North pour les créatures, lui, c'est souvent pour justement aller chercher une plaine en début de partie. Vous pouvez aller chercher une Idyllic Grange, notamment, qui est un terrain qui met un marqueur quand il arrive en jeu sur une créature, et qui arrive d'étape si vous contrôlez 3 plaines ou plus. Il ne met pas le marqueur s'il n'arrive pas d'étape. Je vous conseillerais de jouer une seule Idyllic Grange. Je trouve que c'est suffisant, parce que ça peut vous pourrir des sorties de les avoir en main de départ, donc c'est quand même dommage. Moi je joue 19 plaines et une seule Idyllic Grange dans ma decklist. Ensuite on a Dack les Spells, Guardian's Pledge, je vous l'ai déjà dit, c'est le buff qui tue. Traben Charm, c'est la carte qui fait que le pack, il est fou. Le pack, il est trop bien. Pour 2, en éphémère, vous avez 3 effets. Soit vous infligez 2 fois le nombre de créatures que vous avez en dégâts à une créature. Donc c'est très facile. Donc déjà, autour 2, vous mettez 2, hein, mais c'est très facile de mettre 4 ou 6 dégâts. Donc vous tuez n'importe quel deck du format avec ça. Il n'y a pas de galère. Pour 2, vous pouvez aussi détruire un enchantement en éphémère. Ou pour 2, je redis le coup à chaque fois, hein. Vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cimetières, n'importe quel nombre de cimetières. Donc ça peut être le vôtre aussi, aucun intérêt, mais c'est formulé comme ça. Donc main deck, vous avez une carte qui fait anti-bête, anti-artefact, anti-cimetière. Il y a pas mal de stratégies cimetières en popper, donc ça, boum, ça dégage. Il y a quelques enchantements très relous, notamment Makeshift Ammunition pour les decks artefacts, ou bien les decks qui jouent Boggle, donc c'est plein d'enchantements sur une bête. Et il y a certains enchantements qui sont vraiment très puissants, donc il faut virer précisément, puisque vous ne pouvez pas gérer les bêtes avec ça. C'est une carte qui n'est jamais morte. Il n'y a aucun deck popper qui peut s'affranchir de Traben Charm. Il y a des decks qui le subissent beaucoup moins, mais il n'y a aucun deck qui le subit pas du tout. Parce que même les decks combo un peu bizarres, Blink, etc., il y a des fenêtres où vous pouvez exiler des cartes intéressantes au cimetière, ou bien tuer les bêtes qui veulent le blinker, par exemple, même si elles ne sont pas folles comme carte, mais au moins vous cassez la boucle. Donc vraiment, il n'y a aucun deck qui ne prend pas Traben Charm en popper, c'est extraordinaire. Je crois que le deck, bizarrement, qui prend le moins Traben Charm en popper, c'est Mono Blanc. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, on va dire, intéressant à tuer, il n'y a pas d'enchantement, et exiler son cimetière, ça peut avoir un intérêt, mais c'est dur de trouver la fenêtre pour le faire. Donc au final, c'est que en mirror, on va dire que la carte est moins bien. Et encore, elle est utile. Elle est juste moins bien. Prismatic Strand, quelle carte bizarre. Avant de jouer en popper, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça foutait là. Maintenant que je joue, je me dis, mais c'est une carte qui est extraordinaire. Pour 3 en éphémère, on va prévenir tous les dommages qu'une source de la couleur de notre choix devrait nous infliger ce tour-ci. Enfin, que les sources, pardon,
de la couleur de notre choix devrait nous infliger ce tour-ci. Donc si vous dites rouge, tous les spells rouges, les burn spells à votre adversaire, ainsi que les créatures rouges de votre adversaire vous font 0 ce tour-ci. Flashback, donc vous pouvez la caster du cimetière. Prix de flashback, vous engagez une créature blanche dégagée que vous contrôlez. Incroyable. Pour 0, vous engagez un petit novice inspector qui traîne, vous voyez. Vous l'engagez, vous castez ça pour 0 mana. Zou. Vous castez ça, l'adversaire dit bah je vais le contrer. Dites ok, bah du coup pour 0, je le recaste. L'adversaire dit bah ouais. Et il est deg. Et ça c'est incroyable. Ça c'est juste incroyable. Ça paraît pas comme ça, vous dites on dirait un tricks de combat, quand vous le castez à 3 c'est René, quand vous le castez à 0 là c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup mieux que ça parce que Rakdos Madness, vous dites, bon il a des sources noires et des sources rouges, mais vous dites rouge globalement, son tour il fait pas grand chose. Ou alors il doit tout vous mettre en réponse, mais comme il doit passer par des sorceries pour défausser et tout, en réponse aux sorceries vous faites ça, il passe son tour. Des decks comme Grul Agro, vous dites vert, il se passe rien. Ah j'attaque avec tout. Ah ok d'accord, vert, il se passe rien, et vous allez pouvoir caster 2 fois potentiellement. Donc ça veut dire 2 tours où il se passe rien. Donc ça vraiment l'adversaire il est erect. Vous jouez contre, tiens, je vous spoil le deck que je voulais vous montrer après, Dredge. Il joue Lotled Giant qui va mettre X dégâts en fonction des créatures, donc il va vous mettre 10 ou 20 par exemple. Bah vous dites noir, avec ça, il met 0. C'est fou, c'est juste fou, c'est une carte qui est extraordinaire. Alors contre des combos qui passent pas vraiment par des dégâts un peu chelous, effectivement, ou qui vont vous meuler, cette carte-là ne sert à rien. Mais de toute façon, ces decks-là, ils sont très peu présents, donc au pire on décidera, il n'y a pas de galère. C'est vraiment une carte qui est excellente, Prismatic Strain. Genre, mangez-la, mangez-en, commandez-en 15 en foil, faites-vous plaisir. Non, ne faites pas ça, ça coûte cher. Et dernière carte, et pas des moindres de ce deck-là, le Battle Screech. Pour 4 mana, on a un sorcery qui dit créer 2 oiseaux 1-1 vol, et qui a le flashback aussi. Vous pouvez engager, ça va de la même extension d'ailleurs que le Prismatic Strain, vous pouvez engager 3 créatures blanches que vous contrôlez pour caster ça en flashback, donc refaire 2 oiseaux vol. Pourquoi c'est fort? Parce que vous allez le caster à 4, faire 2 oiseaux, engager les 2 oiseaux que vous venez de créer et un petit tour 1, recréer 2 oiseaux. Donc pour 4, vous créez 4 Bedfly, et il n'y a pas énormément de Bedfly en popper, donc ça va généralement être 4 points par tour, mais surtout vous castez ça au tour 4, et tour d'après, vous allez attaquer, faire un Guardian's Pledge. Peu importe les bêtes que vous avez mis en jeu avant, vous avez au moins 12 points en fly. Si vous avez pu mettre un peu de points par-ci par-là, vous avez ça qui traîne sur le board, vous avez de bêtes vigilance ou quoi, vous allez mettre des points. Vous allez mettre vos puntos, et une fois que l'adversaire est très low en live, vu qu'il n'y a pas vraiment de brasse, faire passer des petits points à droite à gauche, c'est vraiment facile si vous ne l'avez pas tué avec ça. Donc c'est la petite combo, on va dire, du deck pour aller chercher l'adversaire. Faut pas hésiter à avoir un board qui stall quand l'oppo vous savez qu'il ne peut pas brass, notamment à la game 1, pour justement aller besonner l'adversaire assez aisément. Le side de mono blanc, il change beaucoup parce qu'il y a beaucoup de cartes intéressantes, même si on joue monocolore. On peut avoir de la gestion de permanent, du gain de points de vie, de la gestion d'artefacts, de grosses bêtes, de la gestion d'enchantement, et là d'artefacts d'enchantement. La carte qui vaut un peu cher, qui est toujours dans tous les sides, c'est pour 3, Dust to Dust. On exile 2 artefacts pour 3. Quand vous jouez contre quelqu'un qui joue beaucoup de land d'artefacts, vous commencez, imaginons, il a joué 2 land d'artefacts. Au tour 3, vous faites Dust to Dust, vous exilez ces 2 lands, vous avez gagné la partie. Quasiment, vous avez gagné la partie. Donc c'est vraiment très très fort. Honnêtement, les lands, notamment les decks artefacts, notamment avec des lands d'artefacts, ont pas mal reculé. Si vous ne voulez pas investir dans des Dust to Dust, parce qu'il y en a quand même pour entre 30 et 40 € le carré, je pense que vous pouvez très bien jouer des games de mono blanc sans ça. Votre adversaire, en fait, il pense que vous allez l'avoir, il va jouer autour, il va un peu se chier de Dust to Dust, donc si vous l'avez pas, il fera quand même son effet, parce que vous jouez mono blanc. Et autre carte, mais celle-là qui vaut pas grand-chose, qui est très bien et qui est jouée tout le temps, c'est Holy Light, qui fait -1/-1 aux créatures non blanches. Ça éclate complètement certains decks, notamment mono rouge et mono bleu, quand c'est pas contré évidemment contre mono bleu. Et sur des phases d'attaque, mine de rien, ça fait un gros différentiel. Parce que vous attaquez, et vos bêtes n'ont pas -1/-1, mais toutes les bêtes de l'adversaire si. Donc s'il calcule un peu ses blocs, etc., ça peut le rect. Bon, Grul, s'il bloque avec ses bêtes, ça changera rien, mais m'avez compris quoi. Voilà, donc mono blanc insane. Et donc je vous ai présenté tout le deck, mais comment ça se joue maintenant? Bon, vous aurez compris, hein, vous essayez de faire un tour 1 au tour 1, un tour 2 au tour 2, peut-être qu'il reprend le tour 1 pour faire de la value, etc. Mais c'est un deck de grind. C'est pas un deck aggro. Ça marche en version aggro, vous mettez plein de bêtes, puis vous faites Guardian's Pledge, l'adversaire il fait « Oh mince, tu l'avais !» boum, et il est mort. Mais en vrai, c'est un deck de grind. Parce que dès le tour 1, vous jouez un de ces drops-là,
un Cendrillon Palin, vous investiguez, ça veut dire que vous allez piocher une carte plus tard. La carte, c'est remboursé. Vous jouez Core Skyfisher, qui reprend un Trabel Inspector. Vous le rejouez, vous allez repiocher votre carte. Vous trouvez un Raffine's Informant qui vous permet de creuser, donc de virer potentiellement un land qui servait à rien pour creuser dans une autre bête. La bête, c'est peut-être un Militia Burglar que vous allez jouer, qui va vous trouver quoi? Un Core Skyfisher. Et le Core Skyfisher, vous allez jouer, il va reprendre quoi en main? Un Militia Burglar qui va être rejoué, et ainsi de suite. Du coup, vous avez tout le temps de quoi faire des trucs avec votre mana. Vous avez des spells avec le flashback, du coup, qui peuvent se caster 2 fois. Donc ça, c'est situationnel, ça, c'est juste proactif, c'est très bien. Vous avez une gestion de luxe, mais vraiment de luxe. Et vous avez toujours des trucs à faire. Et des fois, il vaut mieux rien jouer, dire passe à toi, notamment quand vous jouez contre un adversaire qui joue des contres. Et en fin de tour, vous craquez vos indices que vous jouez avec vos inspecteurs. Et c'est ça qui est trop bien avec ce deck, c'est que vous êtes tout le temps en mode j'ai plein de petits choix à faire. Attention, c'est pas facile à jouer. C'est un deck que je mets dans les mains de plein de gens qui veulent faire des tournois Pauper, notamment. C'est un deck que j'ai beaucoup prêté à Bat et son frère, si vous voulez tout savoir. Et du coup, c'est vraiment pas évident à jouer, mais il y a plein de séquences de play, plein de trucs à faire, plein de petits tricks qui sont super satisfaisantes. Eagle, vous pouvez le jouer aussi. Hein. Je disais tout à l'heure que c'était souvent un land, mais vous pouvez le jouer en créature. Ça va besogner. Ça va besogner l'adversaire. Moi, je crois que j'en joue 2 dans ma liste parce que j'aime beaucoup la carte. Mais vous pouvez n'en jouer qu'un comme cette version, ça marche aussi. C'est vraiment un deck que je disais pas évident parce qu'il y a plein de petits choix qui ont l'air un peu anodins. Tu dis, bon, en vrai, il vaut mieux que je mette une 2-3 plutôt que de piocher une carte, puis s'il me la compte, c'est pas grave. Mais en fait, ce genre de choix, à la longue, si vous en prenez plein de mauvais, bah, ça va vous coûter la game. Donc c'est là où je dis que le deck est pas spécialement évident, mais en tout cas, il est très formateur. Vous n'avez pas de match-up vraiment dégueulasse, ni de match-up vraiment très bon. C'est un deck qui est très fair, il fait rien d'abusé. Le pire match-up, je pense que c'est les match-up qui jouent Krark-Clan Shaman, qui en sacrifiant l'artefact met un dégât à tout. Donc là, ça va vous rase votre board, sauf vos pigeons. Donc c'est important contre ces decks-là d'aller chercher vos pigeons. Parce qu'ils peuvent pas faire grand-chose contre les pigeons pour le coup. Ou bien les decks mono-noir rat des cryptes qui vont du coup pouvoir brasser aussi votre board. Donc au final, c'est ok. Après side, il y a pas mal de decks qui ont des effets pour détruire vos bêtes, mais c'est après side. Donc ça veut dire que y a... voilà, vous aurez aussi de quoi les embêter. Super cool comme deck. Toujours plein de trucs à faire, plein de value, de machin, de si. Jouez ça. Jouez mono blanc. C'est vraiment un super deck. Même si c'est un tier 2, que vous n'allez pas gagner beaucoup de games au début, notamment parce que vous découvrez le format, etc. C'est extrêmement stimulant. C'est pas le deck que je recommanderais pour découvrir le format. Honnêtement, je pense que Grulagro pour découvrir, c'est mieux. Et Rakdos, c'est plus compliqué comme deck, mais ça vous permet de vous en foutre pas mal de ce que fait l'adversaire et juste de tout mettre dans la tête, grosso modo. Ça, pour le coup, il faut pas mal plus réfléchir. Mais vous réfléchissez avec toujours de quoi en fait répondre à l'adversaire. Vous n'êtes jamais vraiment démuni. Il n'y a pas vraiment de match-up où vous êtes en mode ah putain, je pouvais rien faire en fait là. Si vous pouviez faire des trucs, quand vous faites une sortie correcte, attention, si vous faites une sortie rennée, ça ne marchera pas. Et dernier petit deck, ça je l'ai déjà pas mal présenté dans la vidéo que je vous disais tout à l'heure. Dredge, ça c'est très cool comme deck. C'est un deck où vraiment vous... alors c'est très compliqué à jouer si vous n'avez jamais joué de deck dans ce style. Enfin, très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est plus compliqué que les decks que je vous avais présentés juste avant. Parce que ça demande des séquences, ça demande de pas mal mulligan, d'avoir des mains assez précises. Mais c'est un deck qui s'en fout à la game 1 de tout ce que fait l'oppo, quasiment. À part Mono Blanc qui joue ça, ou quelques aides de cimetière. Juste vous mêlez avec ça, 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 et il est où? Et ça. Et ensuite, vous allez réanimer un Lotless Giant ou un Troll de Khazad-dûm et tuer votre adversaire avec. Donc c'est la base du jeu. C'est pour ça que je vous le mentionne, entre guillemets, dans cette decklist, dans cette vidéo. Je rentre pas dans les détails parce qu'il y a une nouvelle version plus combo et plus compliquée qui est en train de perfer et de devenir la meilleure version de ce deck-là, au moment où je tourne ça. Et en plus, c'est un deck qui, dès qu'il devient populaire, se prend de la hate de cimetière. Et même s'il est très jouable avec la hate de cimetière, il prend très cher. Donc, ça peut être un feels bad de vous monter ça, vous commencez à jouer, vous prenez de l'ail de cimetière, notamment post-side, et vous êtes en mode bon, bah, ok, je peux pas vraiment jouer mon jeu, quoi. Donc, ça peut être assez frustrant. Mais, je trouve que pour commencer, si vous avez un petit peu de bouteille du côté de Magic ou des decks un peu réanimator, c'est très satisfaisant à jouer de juste mettre des pâtés. Et c'est un des rares decks qui gagne tour 2, entre guillemets, puisque vous pouvez faire
Tour 1, je recycle mon troll de Khazad-dûm. Tour 2, je fais Exhume dessus. J'ai une 6-5 qui a la méga menace. Il y a très peu de removal qui gère ce troll de Khazad-dûm tour 2, donc vous allez globalement besogner l'adversaire avec et il va rompre sous les coups du troll. Et c'est un des rares decks qui fait ça. C'est dur à faire, hein, parce qu'il faut 2 landes d'étape, dont enfin un land d'étape, un troll, un exhume. Mais ça se fait. Faut savoir que ce deck peut faire ça, et quand il le fait, c'est délirant. Quand il le fait pas, vous avez aussi juste des merdes en drop 2 qui vous meulent, vous trouvez rien. Vos Dread Returns sont à la fin du deck, vous meulez vos exhumes sans faire exprès, et du coup, vous faites rien. Je vous le dis aussi, c'est un deck des fois qui fait rien, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus très représenté. Et en plus, il est en train, comme je vous disais, d'être surclassé par une nouvelle version plus jusqu'au boutiste et plus combo. J'aime tellement ce deck que je me devais de faire une petite mention parce que débuter avec ça, ça vous donne des sensations vraiment de « Ok, là, je fais quelque chose. Je fais quelque chose de puissant, j'ai un plan de jeu, je dois quand même regarder un œil sur ce que fait mon oppo, même si j'ai pas beaucoup d'interaction. » Et puis tous les decks aggro, là, vouloir jouer ça dans la tête, ils concèdent en fait. Et ça, c'est du plaisir. Ça, c'est du plaisir de gagner 20 ou 30 points de vie, 2 fois, parce que ça le flashback, et que l'adversaire dise « Comment faire ?» Et il te dit « Mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas, tu perds cette partie. » Bref, voilà pour cette présentation des decks Pauper. Je continuerai à vous faire des vidéos sur le format, notamment quand je fais des tournois. Là, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en faire depuis la Coupe de France, mais j'espère pouvoir en refaire prochainement. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des recommandations de deck Pauper pour les autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne base. Je ne vous ai pas donné 3 decks identiques dans l'intérêt de les jouer et dans le power level, justement, pour que vous ayez du choix en fonction de qui vous êtes et de ce que vous aimez jouer. Voilà, je vous ai pas montré de deck combo parce que ça, c'est des decks à apprendre par cœur et qui sont parfois compliqués à jouer. Et pas de deck contrôle non plus parce que si vous connaissez pas le format, deck contrôle, c'est très compliqué de les jouer si vous connaissez pas. Si vous connaissez le format, c'est vraiment des decks assez simples à jouer, plus simples que des decks aggro même. Mais si vous connaissez pas le format, vous allez juste perdre des games parce que vous savez pas ce qui se passe. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Pauper ou de nouvelles vidéos sur d'autres TCG. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.